Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Je retrouve donc pour ce second épisode du podcast des Clés du Succès, mon invité du jour, Yann Cano, à la fois formateur et psychopraticien. Ça fait plus de 11 ans que tu travailles dans le secteur de l'accompagnement et aujourd'hui, tu as réussi à trouver les clés de ton succès avec un chiffre d'affaires à 6 chiffres qui est en progression constante. On est là aujourd'hui pour parler de la façon dont tu as développé tes activités, les obstacles que tu as peut-être rencontrés, les pièges dans lesquels tu es tombé ou tu as failli tomber et surtout les conseils que tu peux donner à nos auditeurs pour les aider à développer à leur tour une activité qui leur permette de vivre confortablement et d'accompagner leurs clients dans les meilleures conditions. Mais avec grand plaisir, ça me fait plaisir. Écoute. 11 ans, c'est long. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais? J'ai eu la chance d'être formé autour de la spirale dynamique, mais dans une dimension de santé, et non pas comme il est habituellement utilisé dans du coaching ou dans des dimensions géopolitiques ou autres, ou dans des dimensions sociales. Hein. Et c'est vraiment une approche autour de la santé et autour des grandes étapes qui ont structuré la construction d'un individu de la conception à l'âge adulte. Donc ça, c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai été nourri et je me suis déployé en tant que thérapeute à partir de cet outil qui est à la base de ma structuration. Écoute, effectivement, après, je me suis positionné plutôt en tant que psychopraticien, puisque c'est le nom que j'ai reçu par le diplôme, mais surtout dans la dimension, après moi, des états modifiés de la conscience. Voilà, c'est ça qui m'a appelé d'abord, parce que je me suis rendu compte que quand on était en état modifié de conscience, on avait accès à tellement de choses qu'on se rendait compte qu'on ne se connaissait pas tant que ça. C'est avec ça que j'ai déployé mon activité, et c'est pour ça que les gens venaient me voir beaucoup en clientèle pour justement aller se rencontrer à un niveau beaucoup plus profond que celle du mental classique ou d'une psychologie classique de on discute ensemble et puis on dépose des trucs. Voilà. Tu vois, C'est donc une ça a des été la base. Là, on est en train de parler d'un outil, mais du coup, qui sont les personnes qui viennent te consulter? Là, je parle vraiment avec la casquette uniquement praticien et pas formateur. Qui sont les personnes qui viennent consulter? Dans quelle situation est-ce qu'on peut aller utiliser des outils tels que la spirale dynamique? Écoute, y a pas vraiment fermeture, c'est plutôt après moi qui décide ou pas. Moi, j'ai décidé de pas vraiment travailler avec les enfants et les ados parce que c'est pas mon public et puis que je suis pas expert à ce niveau-là, donc je travaille plutôt avec des adultes, moi, particulièrement des adultes qui sont en crise de milieu de vie, et donc avec des grandes remises en question, les moments où ils sont fragiles, les moments où justement ils sont dans des souffrances qui sont supérieures à leur bien-être et qui font qu'à un moment ils tiennent plus et ils me disent, bah de toute façon, si je viens pas, je meurs, voilà, ou je vais tout péter, ou je vais, voilà, et donc ils viennent plutôt, moi je reçois plutôt des gens un peu dans ces urgences-là, et donc ce qui est super, c'est qu'ils sont mûrs, je les force pas, c'est eux qui viennent, ils sont en souffrance, qu'ils ont besoin de toute façon d'être entendus, d'être écoutés, de déposer. Et à partir de là, il y a une sorte de oui tacite qui est là, qui fait que c'est beaucoup plus facile aussi que de devoir aller chercher des gens qui vont bien, par exemple. Tu vois, ça n'aurait pas de sens pour moi. C'est plutôt des femmes, quand même. Hein, je pense que j'ai une clientèle de femmes à peu près de 90%, parce que les femmes ont cette facilité d'aller se rencontrer à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein. Ça fait partie de la polarité féminine que d'accueillir et d'aller à l'intérieur d'elles-mêmes. Là où l'homme se rencontre plutôt à l'extérieur et où pour lui c'est plus compliqué de venir faire une démarche, d'aller voir ce qu'il y a dedans. Tu vois, c'est voilà. Donc ceux qui le font, ils ont très très peur. Après, généralement, les résultats sont à la hauteur du défi. Donc, je trouve que les hommes vivent souvent des grandes transformations très rapides quand ils osent le faire. Est-ce que tu peux nous parler en 3 mots de ta bascule entre accompagnant pour les particuliers et formateur? J'ai passé que le temps a passé, que je me suis senti prêt à aller dans un autre endroit qui est celui de transmettre et d'enseigner ce qu'on a acquis. Et donc, j'ai eu la chance à un moment de continuer à me former, hein, au fil des années, bien évidemment, mais à un moment de sentir qu'il y avait quelque chose qui était bien intégré, qu'il y avait une forme de maîtrise. Et à partir de cette maîtrise, j'ai eu vraiment l'envie de retransmettre parce que, si je suis complètement honnête, je commençais un peu à me fatiguer aussi des séances individuelles, et parce que c'est quand même tout reprendre à la base. Tu vois, il y a un moment, c'est fatigant, et il y a un moment, c'est pas que tu t'ennuies parce qu'on s'ennuie jamais vraiment, mais il y a une redite qui fait qu'on vibre plus, qu'on vibre moins, et qu'il y avait un appel qui était fort ailleurs. Et je me suis dit justement, bah, si moi je vibre moins à le faire, il est sûrement temps que je forme les gens qui, eux, ont envie de le faire pour que moi je puisse m'intéresser à autre chose. Tu vois, c'était comme un palier, un autre niveau. Alors, ce qui m'empêche pas de recevoir les gens aujourd'hui en individuel ou en collectif, mais c'est vrai que ce qui me fait vibrer, c'est quand même la formation, c'est de transmettre.
Voilà, c'est ça qui m'anime beaucoup plus. On va revenir sur la façon dont tu as développé ta clientèle, ta patientèle dans un premier temps en tant que praticien. Ensuite, comment est-ce que tu as dû te renouveler a priori pour développer ta clientèle, mais cette fois-ci en tant que formateur. Mais avant, j'aimerais que tu nous dises quelle est ta définition du succès. Pour toi, c'est quoi le succès? Pour moi, le succès, c'est d'aimer ce qu'on fait, de le faire avec passion et d'aller se rencontrer dans des grandes zones d'inconfort, de remise en cause, de se dépasser pour qu'au moment de la fin de l'œuvre, le plus tard possible, j'espère, je puisse regarder ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Quand on peut vivre de sa passion, quand on peut vivre de ce qu'on aime et de ce pourquoi on est fait, alors c'est déjà une grande réussite, tu vois. C'est vraiment ça pour moi, la réussite. C'est l'accomplissement de l'œuvre. Et donc, ça implique effectivement d'en vivre et d'en vivre suffisamment confortablement, a priori, pour Mhm. ne pas être constamment sur le qui-vive et de savoir si oui ou non ça va être possible de continuer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas encore dans cette situation, malheureusement, qui n'ont pas encore trouvé leur point d'équilibre et qui Mhm. ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec certains d'entre eux même qui parfois pensent à trouver un autre job, à faire un job par défaut, qu'on appelle alimentaire. C'est pour ça qu'on se retrouve ici pour partager eh bien, la façon dont d'autres parviennent au contraire à vivre de façon stable de leur activité. Aujourd'hui, Yann, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un point de non-retour? Est-ce que tu te sens en sécurité au niveau de ton activité et de ta capacité à en vivre? Je me sens en sécurité dans la capacité à déployer mes dons et mes talents et la maîtrise que j'ai de mon métier. Là, il n'y a aucun souci. J'ai vraiment une reconnaissance de la valeur de qui je suis, de ce que je fais, et de mes compétences. Être en sécurité financière, ben, je dirais oui et non, parce que d'une part, on n'est pas à l'abri qu'il puisse nous arriver quelque chose et qui fait que demain, ben voilà, tout peut s'arrêter. De deux, parce que ça ne dépend pas que de moi et que ça dépend aussi des gens qui décident de venir ou pas me voir. De trois, on est en France dans un système qui nous charge beaucoup. Et donc, pour faire tourner une entreprise, dès qu'on n'est plus en auto-entreprise, mais qu'on passe en URL et autres, c'est très lourd. Et il y a vraiment très peu de flexibilité. C'est-à-dire qu'on est chargé des fois mensuellement à l'année, sans savoir ce qui va nous arriver. Pour d'autres, il y a des retours de l'année d'avant ou autre, machin. Donc, moi, je trouve qu'on a quasiment, tu vois, entre 60 et 70% qui partent pour l'État, hein. Donc, ça veut dire que quand on gagne 100 euros, on en gagne 30 en fait. Donc tout ça fait que c'est pas si simple, même pour ceux, je pense, qui réussissent ou qui ont des chiffres d'affaires à 6 chiffres, parce qu'on est taxé à la hauteur de ces 6 chiffres, parce qu'on n'est pas épargné là-dessus, et parce que des fois, la machine est tellement puissante que bah, pour l'alimenter, s'il y a une petite baisse de régime à un moment donné, ouais, ça. Tu vois, il y a aussi toute cette dimension plus pratico-pratique, économique et comptable, qui n'est pas si simple, je pense, en France et pour personne aujourd'hui en 2024, tu vois, honnêtement. Et on est dans une situation aujourd'hui où les gens sont extrêmement en souffrance. Je pense qu'ils n'ont jamais été autant de leur vie. Et en même temps, c'est le premier poste qu'ils risquent d'enlever. Voilà, ce qu'ils considèrent comme du bien-être ou de, bon, bah, si j'ai un truc à enlever, je vais enlever la séance où je peux parler 1 heure ou je vais aller déposer un truc. Bon, après, ils vont peut-être arrêter d'aller au coiffeur. Après, ils vont commencer. Tu vois, il y a des postes comme ça de charge qui partent en premier. Et nous, dans la dimension, je pense, santé-bien-être, on est parfois les premiers qui sautons. Alors que c'est dommage, puisque c'est ce dont ils ont le plus besoin. Il y a une démocratisation du secteur de l'accompagnement, du Oui. bien-être. Il y a une conscience qui s'est ouverte depuis plusieurs années, plusieurs même dizaines d'années maintenant qui évolue. Mais c'est vrai que c'est pas encore autant valorisé que la nécessité d'aller chez un médecin quand on est malade. Oui. Et effectivement, c'est un poste de dépense qui peut être susceptible de sauter assez rapidement quand on est dans des situations de difficulté. Alors que, Complètement. effectivement, c'est peut-être le principal à conserver dans ce genre de situation, tout particulièrement en fait. Ah ouais, surtout si après ils glissent dans de l'alcool, dans des trucs, dans des machins qui coûtent aussi beaucoup d'argent. Et des points de vie aussi, en plus du budget. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, moi je pense que nous sommes le futur, vraiment. Je suis convaincu que nous correspondons à une attente que les médecins ne peuvent plus donner, que les experts encore moins, avec des délais d'attente complètement fous, avec des approches même parfois un petit peu anciennes, et que voilà, que nous sommes le futur. Mais il faut que le futur devienne la norme. Et c'est ça qui est pas si simple, il faut du temps. Et donc, comme tu dis, il faut avoir soit les reins assez solides, soit avoir soit des clés de la réussite, soit une structure assez particulière qui va faire que bah, ça marche pour moi et ça marche pas pour l'autre. Pour qui, pourquoi? Bah, bon, il y a plein de réponses que je pourrais te donner là si tu as envie, mais euh, je pense que dans le métier de thérapeute, par exemple, c'est pas un métier de confort, le métier de thérapeute. C'est un métier où on peut déjà, pour accompagner l'autre, on doit avoir fait le chemin.
Donc, c'est une légitimité pour moi qui ne passe pas par le diplôme, mais qui passe par le chemin parcouru et la profondeur ou notre capacité à aller dans nos profondeurs intérieures pour aller alchimiser des choses et avoir de l'énergie disponible et non pas de l'énergie disponible pour refouler, maintenir, protéger toutes les zones de refoulement. Donc, tu vois, ce sont des métiers qui nous obligent à le faire d'abord. On doit sauter en premier et forcément, euh, bah, les clés de réussite, elles tiennent à cette capacité en tant que thérapeute ou en tant que psychopraticien ou ce que tu veux, à avoir fait le chemin. Et ça, pour moi, quand on a fait le chemin, déjà, ça marche mieux. Les gens viennent. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui fait qu'ils sentent qu'ils peuvent aller avec toi, qu'ils peuvent aller plus loin avec toi parce que toi, tu as été plus loin. Et donc, on peut pas être dans l'imposture, on peut pas être dans ou que simplement l'élaboration mentale, de dire oui, alors vous savez, je sais que ouais, super, mais si tu l'as pas visité à l'intérieur de toi, c'est pas la peine. Tu vois, et ça déjà, c'est hyper important. Message pour les thérapeutes, si vous voulez que ça marche, allez faire le job pour vous, accompagnez-vous pour accompagner les autres et allez dans vos profondeurs pour nettoyer et que ça se sente vibratoirement chez l'autre. C'est une sacrée clé du succès que tu es en train de donner, qui est une clé interne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de centres de formation, et je crois même l'université, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois même que la formation de psychologue à l'université demande aussi ce travail. Alors, il me semble que c'est la condition sine qua non de beaucoup de formations, c'est d'abord travailler sur soi, faire le chemin soi, et c'est pour ça que souvent elles Oui. durent pas mal d'années en fait aussi, ces formations-là, et ensuite aller chercher les outils et l'explication concrète de comment, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et pour moi, la clé quand même de la réussite de mon métier, ça a été cette dimension psycho-émotionnelle, c'est-à-dire émotionnelle surtout. De montrer aux gens que quand on passe dans la porte de l'émotion, quand on apprend à accueillir de nouveau ses émotions, quand on apprend à revisiter son histoire, son enfance et les mémoires cristallisées émotionnelles qu'il y a dedans, eh bien, il se passe vraiment des grands changements. Et parce que j'ai eu la chance, ou que j'ai eu le nez fin d'aller travailler sur ces dimensions-là, les gens ressortaient vraiment hyper contents. Ils allaient vraiment beaucoup mieux, au-delà d'un savoir qu'on aurait pu faire avec des outils mentaux. Et du coup, il y a eu un bouche-à-oreille qui s'est vraiment installé, parce qu'il y a aussi du résultat, mais un résultat pas en lien de «Ah bah oui, maintenant je sais, j'ai compris». Non, non, c'est «Ah putain, j'ai enlevé ce truc-là, j'ai enlevé ça, j'ai compris ça derrière». Là, les gens reviennent. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui ont consulté avec toi, enfin, des personnes que tu as formées. Enfin, moi, j'ai vraiment perçu, mais, enfin, à 200%, l'intensité du témoignage avec où la personne, elle n'est pas juste sur de la recommandation. Enfin, d'ailleurs, c'était même pas de la recommandation, mais où il y a vraiment quelque chose qui a été touché profondément, quoi. Plus on ose aller toucher profond, plus le cadeau est à la hauteur, tu vois, de la descente. C'est vraiment ça. Et ça, les gens l'ont compris, et les gens, quand ils ressortaient de mes consultations, se sentaient vraiment mieux. Par contre, à court terme, c'était vraiment intense et pas si simple, mais le cadeau derrière est direct, si tu veux. C'est comme si je te disais, bah, on a cicatrisé une plaie, ça pique, ça fait mal, oh, c'est horrible, j'avais pas envie d'y aller, mais quand je ressors, je suis guéri. Tu vois, alors, je parlerai jamais de guérison définitive en thérapie, puisque c'est pas vrai, mais en tout cas, waouh, on passe au niveau 2, au niveau 3 de sa vie, au niveau 4 de sa vie, au niveau 5, et donc les gens y reviennent parce que bah, ils ont envie. À un moment, ils ont vraiment envie d'aller mieux. À propos de ce moment d'inconfort, parce que le processus de transformation, par définition, que ce soit de la thérapie ou même moi je le vois dans la communication et dans le marketing quand j'accompagne mes clients, on Mhm. passe, j'ai envie de dire nécessairement, par un moment d'inconfort, voire de voilà, un inconfort qui peut être très très fort, qui peut vraiment chambouler. Ça fait partie, c'est intrinsèque au processus de transformation. Ces souffrances, elles sont de toute façon à l'intérieur. Et que qu'on s'en occupe ou pas, elles seront là. Alors, soit c'est la vie qui va s'en occuper et qui va te remettre en face de choses que tu n'as pas envie de voir, mais elle va te mettre le nez dedans et tu sauras pas quand, ni comment, ni de quelle manière, tu vois. Soit tu décides d'aller faire le chemin avec quelqu'un qui sait le faire dans un cadre sécurisé, avec quelqu'un qui maîtrise les outils et les techniques et les machins. Et là, finalement, eh bien, tu vis la même transformation, mais en mode raccourci parce que t'as pas attendu que la vie vienne te botter les fesses. Et tu as le bénéfice après à moyen long terme de cette libération, de cette guérison, de cette conscience plus haute, de cette énergie qui ne sert plus à maintenir le refoulement. Cette énergie est disponible pour ton présent et la suite de ton histoire. Et ça, de toute façon, moi j'ai vu plein de gens qui m'ont dit, moi je veux pas y aller, je veux pas y aller, là, là. Puis à un moment, c'est le conjoint qui a été ou la conjointe, et puis au bout d'un moment, ils sont venus me voir en disant, bah, j'ai tellement vu que ma femme allait changer que je me suis dit que ça pouvait être pas mal quand même. Tu vois? C'est-à-dire qu'on les oblige pas, mais c'est comme une cause-conséquence, si tu veux. Et donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, on ne remet pas le nez dedans pour le plaisir, on le remet parce que derrière, il y a un cadeau. Il faut y aller.
Pour les coachs et les thérapeutes et des professionnels de l'accompagnement qui nous écoutent et qui se sont déjà retrouvés ou même de façon récurrente qui se retrouvent dans cette posture de ouais mais les patients ou les clients ne reviennent pas à un moment donné quand ça commence à piquer trop, c'est pouvoir leur montrer le après et leur montrer que ça fait partie du processus avec parfois peut-être des métaphores à la personne de comprendre que oui, elle va passer par un moment de turbulence et que c'est normal, que ça fait partie du Et processus. puis après, on peut aussi prendre le temps, on n'est pas obligé d'y aller à sec première séance, tu vois, on peut prendre le temps de se rencontrer, faire des objectifs, tu vois, on peut y aller aussi en douceur. Et puis, moi, quand je fais descendre les gens dans l'ombre, il y a toujours à un moment donné où ils traversent quelque chose et derrière, il y a une lumière. Et on prend le temps aussi d'aller intégrer cette lumière derrière. Tu vois, quand on travaille la tristesse, on obtient la joie. Ce sont des vases communicants. Donc, quand la personne a traversé une grosse tristesse et que d'un coup, elle se sent calme et que d'un coup, il y a une joie qui est là et une gratitude ou je sais pas quoi, bah, on prend le temps aussi de lui laisser intégrer ça dans sa ressource pour que elle ressorte vraiment joyeuse et qu'elle me dise pas juste, bon, monsieur Cano, je veux être joyeuse. Bon, bah, alors on va travailler sur la tristesse, madame. Ah, bah non, j'ai pas dit ça. Je dis oui, mais moi, je sais que c'est par là qu'il faut y aller, tu vois. Et on y va. Et après, ils me disent, bah ouais, mais là, je suis vraiment joyeux. C'est pas du mentalisé joyeux. Et elle revient en plus, parce que ça lui a fait du bien, parce que derrière, il y a un vrai bonheur dans les jours qui viennent aussi, tu vois, il y a une espèce de... Il y a une respiration d'un coup qu'elle avait besoin, mais qui passe par une confrontation à ce qu'il y a de toute façon à l'intérieur d'elle. Si tu veux. Je ne viens pas lui inventer une souffrance. C'est dedans. Après, elle s'en occupe pas. Tu vois, moi, j'ai toujours été un thérapeute qui est pas bon en marketing à ce niveau-là. Hein, je dis pas, moi, vous venez de séances, joie, bonheur, karma éliminé pour toute votre vie si vous avez 10 000 euros. Je fonctionne pas là-dessus. Je montre aux gens comment ça marche vraiment un humain et comment on est rempli de nos mémoires, comment on est sous l'emprise de nos mémoires émotionnelles de l'enfance à l'âge adulte et comment à un moment donné, c'est à nous en tant qu'adultes de venir se réconcilier avec cette histoire, avec cette enfance, avec peut-être l'enfant intérieur, tu vois, pour bénéficier après de la ressource comme un mouvement de résilience, tu vois. Le cadeau, c'est qu'on en a tous chié, en fait. La seule différence, c'est est-ce que j'en prends soin une fois adulte? Est-ce que je retourne là-dedans ou pas pour vivre quelque chose de transcendant ou pour vivre une résilience? Ou est-ce que je continue de me victimiser, de pleurer, c'est la faute des autres? Bon, après, tu vois, ou d'aller mettre mon argent dans le tabac, l'alcool, ou dans les médicaments et autres, machin truc, ce que tu veux, ou est-ce qu'à un moment, je m'occupe de moi? Donc, c'est un chemin de réconciliation avec soi-même, la thérapie. Et la clé de la réussite, elle est aussi beaucoup là. Au-delà du chiffre d'affaires, elle est de sentir des gens qui se sont réconciliés, des gens qui ont grandi, qui vont du coup, parce qu'ils vont mieux, œuvrer autrement à un autre endroit du monde. Et c'est ça qu'on est venu faire. On est venu faire évoluer l'humanité à notre niveau, chacun dans notre coin. Toi, tu le fais de ta manière dans ton coin, moi, je le fais de la manière à moi dans le mien. Et donc, les thérapeutes, ils doivent sentir, eux, qu'est-ce qu'ils viennent apporter au monde. Et au-delà de l'outil qu'ils utilisent, déjà, est-ce qu'ils le maîtrisent et est-ce qu'il est vraiment au service de l'autre et au service d'une élévation de quelque chose ou est-ce que c'est juste pour faire de la thune? C'est pas pareil. Il y a plein d'autres métiers qui sont beaucoup plus rentables quand même. Ah bah carrément, carrément. Par contre, faire ce métier-là ne veut pas dire être pauvre ou devoir être un thérapeute maudit et devoir parce que je fais un truc que j'aime, je dois souffrir et ne pas me payer. Et ça, non, parce qu'on a aussi la valeur de ce qu'on fait, la valeur de nos séances, la valeur de nos stages, la valeur de nos créations et tout ça. Mais c'est-à-dire que si je me lève le matin en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais me faire 300 balles parce que je vais avoir 5 clients. Bon, si par contre, j'ai à cœur d'accompagner ces 5 personnes, j'aurai quand même mes 300 balles à la fin de la journée, tu vois. Mais je ne l'ai pas fait dans l'intention n'est pas la même. Et donc, à mon avis, il y a un moment où il faut effectivement sentir que oui, je dois vivre de cette activité parce que je l'aime et parce que je fais ça avec mon cœur et tout ça. Mais c'est un métier ouais, qui demande, comme tu dis, du temps. Il faut du temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de cœur aussi. Et donc, moi, quand je me retournerai avant de mourir, je me dirais pas que si j'ai fait 3000 KE ou si, je verrais plutôt le nombre de personnes que j'ai accompagnées. Tu vois, je verrai d'ailleurs peut-être, enfin, de mon côté, d'où je serai, le nombre de personnes qui viendront me voir, tu vois, à l'enterrement, euh, et non pas l'argent que j'ai fait sur mon compte en banque, parce qu'en plus, comme un con, je l'aurais pas dépensé et je serais parti sans, tu vois. Dommage. Le chiffre d'affaires, c'est simplement un indicateur qui permet de savoir si oui ou non ça fonctionne de façon confortable et parce que ça fait partie, on a tous besoin de cet argent pour pouvoir investir, accompagner mieux, s'accompagner soi, se former, s'entourer, être en pleine disposition aussi pour accompagner dans les meilleures conditions ses clients. Mais c'est pas l'objectif et la finalité en soi, évidemment dans les métiers de l'accompagnement. Peut avoir les deux. Enfin, c'est la dimension de l'être et de l'avoir. Hein. J'avais une amie comptable humaniste qui me disait soit les gens sont trop dans l'être, soit trop dans l'avoir. Quand ils sont trop dans l'avoir, il faut leur montrer la dimension humaine du métier. S'ils sont trop dans l'humain, mais dans le côté sacrifice sauveur, il faut leur montrer la dimension de l'avoir. Et du principe de réalité de bah ouais, mais ton loyer, lui, le banquier, il va pas te sauver. Et je crois qu'il y a des thérapeutes qui gagnent très très bien leur vie, mais qui sont beaucoup plus dans l'avoir que dans l'être.
Et parce que j'ai mes petites oreilles et que ça fait un petit moment que je suis dans le métier, je connais des gens qui ont de très beaux chiffres d'affaires et qui font de la merde. Mhm. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que les gens ne reviennent pas. Ils ont toujours beaucoup de monde, mais une fois que les gens l'ont vu une fois, ils reviendront pas. Mais ils ont une com de dingue. Voilà, et donc ils ont plein de gens, ils ont une notoriété, ils ont plein de choses. Moi, je préfère gagner On peut-être est un peu trop moins que les gens sensible. viennent me voir parce que je suis bon, que de Ouais. gagner beaucoup et que les gens viennent me voir qu'une fois parce que je fais de la merde, hein. J'ai du mal avec la polarité comme ça, bien, mal. Je me dis, on est tous le compte quelqu'un, ça. Et donc, parfois, on est quelqu'un de génial et la bonne personne en face de quelqu'un qui a besoin de nous et qui va résonner avec la façon dont on l'accompagne. Et un autre, bah, ça va faire un gros plouf et en fait, ça le fait pas du tout. Voilà, pour les professionnels de l'accompagnement qui se mettent la pression, il y a des personnes auxquelles moi, en tout cas, je résonne pas du tout avec, des personnes qui font effectivement de très bons chiffres d'affaires, qui sont dans l'accompagnement, qui sont connues et reconnues et avec lesquelles ça vibre pas et où je n'irai pas les chercher comme accompagnant ou comme mentor. Et d'autres, oui, et inversement. Donc, c'est très bien. Ça permet aussi de trouver chaussure à son pied, quoi. Ah oui, complètement. Puis on a tous notre place, et puis on a tous nos outils, et puis on a tous notre manière de percevoir aussi l'accompagnement. Et effectivement, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis on peut faire un accompagnement très qualitatif et gagner beaucoup d'argent. Tu vois, les deux aussi sont possibles. Yann, est-ce qu'on peut revenir sur la façon dont tu as commencé à développer tes activités en Mhm. tant que praticien et ensuite on viendra sur la partie formateur. C'était quand à peu près que tu as commencé à promouvoir tes activités et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as développé ta clientèle? Comment tu t'es fait connaître? Quand j'ai fini ma formation, j'ai eu l'envie d'ouvrir mon cabinet puisque j'étais déjà en rupture un peu avec mon travail. Donc le but c'était de tenir dans ce travail-là pour finir la formation et ensuite ouvrir. Donc j'ai pu faire de cette manière-là, mais j'ai commencé petit. J'ai créé une pièce dans ma maison qui recevait, ça me coûtait moins cher. Et puis un an plus tard, j'ai pu prendre un cabinet à l'extérieur parce que c'était pas si simple de faire de l'émotionnel à la maison, tu imagines bien. Et puis à un moment donné, il m'a été proposé effectivement un autre endroit dont je suis venu propriétaire. Donc tu vois, les choses se sont fait aussi dans un ordre plutôt classique. Et j'ai commencé, moi, beaucoup en faisant des conférences, en allant voir les pharmaciens, les docteurs, en allant voir un peu les gens de la santé, non pas pour les confronter, mais pour leur dire, voilà, si vous avez des gens dont vous savez plus quoi faire, si vous sentez qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller venir déposer des émotions, eh bien, je suis là. Voilà. Et je travaille de telle manière, voilà les outils que j'utilise. On faisait ça très bien, hein. Je prenais rendez-vous, je parlais avec eux, ils m'accordaient souvent 15-20 minutes, je laissais des cartes de visite, et puis, tu vois, les choses se sont fait comme ça. J'ai eu la chance après de rencontrer une pharmacienne qui m'a amené beaucoup de gens parce elle était venue pour elle et elle a adoré ce que je faisais et donc elle m'a amené beaucoup de monde. Et une médecin aussi qui, elle, pareil, que j'ai accompagnée, qui a adoré et qui m'a dit, moi, je vais t'envoyer plein de gens dont je sais plus quoi faire. Et comme elle était déjà sur une envie de moins médicamenter, eh bien, ça marchait bien de d'abord s'en occuper comme ça, tout en donnant des accompagnements médicamenteux, mais à très faible dose, machin truc, tu vois. Et donc voilà. Et puis il y a eu effectivement quelques conférences. J'ai eu la chance aussi de sortir un livre au moment où j'ai fini ma formation, qui m'a donné une petite renommée, qui m'a permis, si tu veux, en tout cas, d'accéder à certains salons du livre, à certaines choses, à certaines librairies qui n'accueillaient que en conférence des gens qui avaient écrit un livre. Tu vois, toutes ces choses-là se sont mis en place comme ça. Et puis après, je crois que c'est vraiment le bouche à oreille, moi, qui m'a vraiment aidé. Alors, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de recommandations. Tu avais quand même des prescripteurs parce que, en fait, malheureusement, dans le secteur de l'accompagnement, il y a beaucoup de thérapeutes qui connaissent vraiment pas du tout la communication, qui savent pas du tout comment se faire connaître. Et ils se disent, bon, bah, je vais attendre sur le bouche à oreille. Mais en fait, ils sont dans une posture de passivité et ils attendent sur leur canapé. Le problème, c'est que si personne ne vous connaît, il n'y a pas de bouche à oreille, en fait. Ça peut pas Ah non, fonctionner. non, c'est vrai. Alors moi, après, j'ai mis, c'est vrai, un investissement assez rapide sur un site internet qui était bien fait avec des réservations en ligne et des choses comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à ce qu'il soit beau, graphique, qui donne envie. Tu vois, il y a eu un vrai travail à cet endroit-là. Et puis après, il y a eu aussi, je me suis inscrit dans certaines pages d'annuaires de thérapeutes au début pour qu'on puisse me retrouver par différents biais. Bon, il y a eu quand même aussi, la personne qui a fait mon site a fait un vrai travail de référencement. Donc, il faisait que Exactement. quand on tapait quand même l'anesther, thérapeute, machin, on me trouvait assez vite. Donc il y a eu toutes ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, bah oui, on est en 2024, ou en tout cas même en 2011, 2012, 2013, on était déjà à l'ère de cet Internet. Hein, c'est Ouais. important. Ok, ça c'était ma question aussi de quelle époque on est en train de parler. Lancé. Des années 1990, ma petite Maureen. Il y a Non, mais longtemps. mine de rien, certains outils, par exemple, des personnes qui sont lancées très tôt sur YouTube ou très tôt sur Instagram, il y a des outils qui marchaient à l'époque et qui marchent moins bien aujourd'hui.
Donc, c'est Ouais, c'est vrai. important de remettre le contexte. 2011-2012, c'est ça à peu près? Ouais, on est sur 2013, ouverture vraiment du cabinet. Moi, à l'époque, ma petite Maureen, j'étais sur Blogspot parce que à l'époque, Blogspot, c'était gratuit. Et comme c'était le blog de Google, eh bien, il avait tendance à très, très bien se référencer. Voilà, j'avais cette petite clé qui m'aidait justement. Voilà. Puis après, j'avais créé avec d'autres thérapeutes qui débutaient comme moi, on avait créé une newsletter commune. Donc, je récupérais leurs infos, une image, qu'est-ce qu'ils proposaient pendant le mois. Et je créais la newsletter, je leur envoyais à eux, qui renvoyaient à leur mailing list. Et on travaillait un petit peu comme ça, tu vois, en collectif. Et puis ça, à un moment, j'ai arrêté parce que ça me prenait vraiment trop de temps et on commençait à être 12 ou 14 thérapeutes. C'est moi qui me tapais la newsletter tout le temps. Et à un moment, moi, j'ai commencé à avoir trop de rendez-vous et j'ai dit, attendez, moi, les gars, là. Donc, tu vois, mais ça a été une belle aventure aussi, ça a permis. Hein. Et puis aussi, de pas hésiter, moi, je trouvais à aller. J'ai fait des petits, tu sais, des rendez-vous euh, sur des espèces de communautés de thérapeutes. On se rencontrait au petit-déj, on discutait, on se filait nos cartes. Et comme on n'avait pas les mêmes outils ou les mêmes manières de faire, bah, des fois, on s'envoyait du monde chez les uns, chez les autres. Donc, je pense qu'il faut essayer tout ça. Tu vois, il faut être multicarte, moi, je trouve. Hein. J'avais des prospectus, j'avais des cartes, j'ai fait des petits flyers pour mes stages. Ce qui était pas mal, c'était les sortes, tu sais, de journées un peu, de soirées découvertes. Pendant 2 heures, on faisait sur une thématique, les gens venaient, ça coûtait 10 balles. On leur offrait le thé, le café, on discutait, on se rencontrait. Et puis, moi, je leur faisais faire des hypnoses, des rêves éveillés en collectif, tu vois, tout un tas de choses comme ça. Et souvent, je leur disais, bah, si tu veux aller plus loin sur telle problématique ou tel machin, bah, tu peux venir en individuel ou j'ai tel stage. Et finalement, les gens s'inscrivaient, tu vois, les gens venaient un peu par un biais ouvert à tous, pas cher. Et après, ils rencontraient, en fait, si tu veux, c'est hyper important aussi de rencontrer la personne. Parce que comme tu l'as dit, je peux être extrêmement, incroyablement, magnifiquement pertinent et que quelqu'un dise, oh là là, il est vulgaire, en plus il a pas de cheveux, je sens que le mec, j'ai pas trop envie, tu vois. Et ça s'entend, parce que, ou même une femme qui va dire, oh non, moi je veux pas travailler avec des hommes, bon, bah c'est mort, on passe à autre chose. Tu vois, et donc, la rencontre humaine, la rencontre vibratoire en présentiel est aussi souvent importante. C'est elle qui donne la confiance et qui dit, tiens, j'aime bien, ça match, j'y vais. Donc c'est important que les gens, quand ils débutent, ils se montrent. Même si c'est une causerie, même si moi j'ai fait des trucs des fois dans des bars, quoi. Conférences, on me dit, ouais, viens, c'est un bar, ils font bar à philosophie, bah viens avec ta thématique. Alors là, tu te retrouves avec des gens qui sont carrément pas du tout dans le monde de trucs. Toi, t'es là, alors bon, je pense que voilà, c'est super. Bon, il y a eu YouTube, effectivement, j'ai mis aussi des vidéos, des trucs, j'ai fait monologue du thérapeute où je parle tout seul, où je raconte mes trucs. J'ai mis des rêves éveillés en ligne gratos, tu vois, pareil, déjà parce que j'avais envie de, mais je sais que par exemple la porte du cœur que j'ai dû faire en 2013, je crois, il y a eu, je pourrais même plus dire, je vais dire une connerie, je crois, peut-être 50 000 personnes qui l'ont vu. Et ça, bah forcément, ça, tiens, il y a une cadeau, tiens, le livre, tiens, j'ai entendu que. Tu as dit au départ que tu as fait des conférences. Faire des conférences, c'est bien. Promouvoir ces conférences pour qu'il y ait des gens et pas faire une conférence tout seul, c'est mieux. Comment ça se passait? C'était quoi comme conférence? Comment tu as fait la com de ça finalement? Ouais, alors ça, c'était pas simple, effectivement. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, une personne qui, elle, faisait tous les mois un thérapeute, une conférence. Donc, je suis allé la rencontrer pour lui dire, bah, j'aimerais bien passer. Elle m'a dit, dans 2, 3 mois, bah, là, il y a une place, ok. Je me suis retrouvé dans des causeries, alors soit des salons, tu sais, où maintenant ils font beaucoup de ça, où il y a des ateliers possibles, mais il y a des espaces de conférences, où je faisais des mini-conférences de 30, 40 minutes. J'ai été invité, comme je suis dans quelques librairies où j'avais le livre, donc je venais parler de la spirale dynamique, du livre, de mon rapport à la thérapie et tout ça. Mais effectivement, c'est pas si simple. Une fois, j'avais même loué une salle. C'est rigolo parce que j'ai eu 4 personnes ce jour-là, dans un endroit que j'avais payé, avec la com que je devais payer parce que c'est la personne qui le faisait qui envoyait à sa mailing list. J'avais une demi-heure de route, 1 heure aller-retour. J'arrive le soir, j'ai 4 personnes. Rentable. Ouais, super rentable. Donc en gros, je me retrouve en déficit, bien. Et là, j'hésite, je me dis, bon, je la fais ou pas, cette compte, parce qu'elle durait quand même 2 heures et demie. Et je t'avoue que j'étais un peu vert, un peu voilà. La personne, en fait, qui venait de truc en plus m'a dit que bah, je peux pas être là, je suis pas là, mais j'ai laissé ouvert. Je dis, bah super. Et elle prenait 50% aussi de l'entrée, du billet d'entrée. Ça, c'était pas mal. Donc en gros, je perds de l'argent et j'ai dit, bon, les bancos, je la fais. Et ben justement, dans cette conférence, il y avait la femme médecin dont je te parlais tout à l'heure qui a trouvé ça hyper intéressant, qui m'a dit, je prends rendez-vous avec vous, sans me dire quelle était, tu vois. Hmm. Et puis elle est venue, elle a vraiment adoré, elle a fait des stages, elle a fait des trucs avec moi, et elle m'a dit, bah là, je t'envoie du monde. Cette femme a été un propulseur de ma carrière, hein, clairement. Tu vois, sur un enjeu, j'aurais pu dire, bon, bah finalement, rentrez chez vous, merci, au revoir, bonne journée.
Donc des fois, il faut aller au bout, tu vois, faut y croire jusqu'au bout. Faut pas lâcher l'affaire. C'est hyper important. C'est pas un métier de bisounours, déjà c'est un métier exigeant, difficile, où on vient voir des choses assez dures. On n'est pas forcément aidé au niveau de la normalisation parce qu'on n'est pas toujours reconnu ou on nous prête des noms et des trucs et des machins. Euh, mais on a une vraie pertinence, on a un vrai intérêt, on a une vraie importance. Et quand le cœur il est là, il faut pas lâcher. Parce qu'il y a un truc qui est plus grand que nous qui nous amène du monde quand même. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure en début d'échange, c'est le fait de plus on est aligné aussi soi, plus on a fait le Mm. chemin. Et donc on est au Oui. bon endroit. Et donc on est aligné et Grave. ça vibre juste. Et plus ça aussi permet des opportunités de manière très concrète et factuelle parce que les gens voient une posture rassurante et qui donne envie. Des fois, c'est énergétique, Maureen, tu vois. Ça m'est arrivé d'aller voir des thérapeutes. Je voyais bien le côté gentil, empathique, tu vois, la volonté d'aider l'humain, mais avec un petit côté sauveur, là, tu vois. Mais je sentais qu'il n'y avait pas t'as pas la consistance. Tu peux pas aller là. Elle n'a pas été. Tu sens qu'elle n'a pas été. Tu sens qu'elle n'a pas fait le job. Et du coup, bah, j'ai fait ma séance. Merci, au revoir, bonne journée. Et je suis rentré. Et je n'irai jamais la proposer à des gens. Malheureusement, tu vois. Alors après, elle va dire, bah, je comprends pas, ça marche pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai un cabinet, j'ai un outil. Mais ouais, mais est-ce que tu as fait le job? Bah non, alors t'as pas fait le job, ça marche pas. Parce que là, on est en terrain hostile, difficile. Quand si une personne doit parler de son viol, tu vois, elle le fait pas avec quelqu'un qui dit, alors bon, bonjour. Oui, c'est terrible ce que ça vous avez vécu. Ouais, voilà, oh là là, mais c'est pas grave, ça arrive, hein. Bah non, enfin, tu vois. Pour en avoir aussi, et pour en avoir sous le capot, il faut avoir été se confronter à ses propres zones d'ombre. Sinon, moi je dis quand les thérapeutes de lumière ont peur de leur ombre, ça marche pas. Donc, pas mal d'outils en fait hein, pour développer ta clientèle, ta patientèle en tant que praticien, de la recommandation par des pharmaciens, des docteurs, des conférences, un livre écrit, donc Mm. Voyage au cœur de la spirale dynamique, des présentations dans les librairies, un site internet avec un effort de référencement 2013, depuis de plus en plus. Non, j'ai pas dû le faire en 2013, j'étais sur Blogspot en 2013, j'ai dû le faire en 2016 ou un truc comme ça, mais avec aussi un effort graphique, un effort de. Ça donne envie, c'est beau, je sais de quoi je parle, pas quelque chose où tu vas dessus, tu fais oh là là. C'est pareil, hein, c'est mal faire. Donc ça vaut le coup des fois de mettre des sous là. Oui, aussi. Le côté bricolé, fait maison, et qu'à côté, on a des sites qui posent une énergie. En fait, c'est la même chose, hein. Le graphisme, le site internet, mais c'est valable pour vos réseaux sociaux. Quand on voit un profil Instagram un peu éclaté au sol avec un coup la photo de votre chien, de vos enfants, et puis après, quelques conseils sur T'as été sur mon Insta, c'est ça? En tout cas, je dis pas que ça peut pas marcher quand c'est fait de façon à mettre en avant votre personal Ouais. branding, votre image de marque personnelle. Oui, quand c'est un peu du tout venant, non, malheureusement, ça peut vous desservir. Et quand à côté, on a un professionnel qui en envoie, qui a posé, qui est bien positionné et où on sent que c'est carré, que c'est pro, ben, on peut Ça. aller Et vers puis après, bah, comme tu dis, quand tu as les deux, c'est mieux. C'est-à-dire que moi, je crois que quand même, on vient d'abord voir l'humain et pas son site. Et donc, on pourrait se passer du site quand on est bon. Mais ça ne veut pas dire que quand on est bon, le fait d'avoir un bon site ne vient pas aider aussi à porter les choses parce que ça fait partie de l'attirail et qu'à un moment, bah, c'est quand même dommage de ne pas jouer grand ou de ne pas rayonner plus grand quand on est bon. ouais. Mais je connais plein de gens bons qui veulent rester dans leur grotte aussi. Tu vois, ils disent, oh là là, moi, je veux pas. En fait, c'est très bien aussi. Et dans ce podcast, les clés du succès, c'est aussi mon intention, c'est pas d'aller chercher que les multimilliardaires pour qu'ils nous racontent comment ils sont devenus ultra riches. C'est aussi d'aller chercher en fait des thérapeutes qui n'ont pas forcément envie de mettre en lumière leur activité. Parfois, j'en ai où j'insiste pour avoir des interviews, pour obtenir des interviews parce qu'ils sont full, ils n'ont pas de temps disponible, ils ont leur cabinet plein à craquer, mais ils ont pas envie de plus en fait. Et c'est très bien comme ça, parce que ça répond aux aspirations des uns et des autres. Complètement. Deux autres conseils très pertinents que tu as évoqués, celui de bouger, de se montrer, d'aller réseauter, d'aller sortir de chez soi, se mettre en relation avec d'autres praticiens, des associations, se mettre en mouvement en tout cas pour aller rencontrer du monde. Et dernier élément très intéressant aussi, c'était cette collaboration que tu as fait avec d'autres thérapeutes pour, en l'occurrence là c'était le support, c'était une newsletter très intéressant. Moi il y a quelques mois j'ai travaillé sur la création d'un site internet partagé comme ça. On a créé avec mon agence hein, un site internet pour 5 professeurs
de Kundalini Yoga dans le Nord Gironde qui se sont Mm. regroupés pour faire leur site ensemble. Chacun a Mm. mis un petit peu, voilà, les membres de l'asso ont mis un petit peu d'argent. Et puis, ils ont un site web qui permet de se positionner vraiment. Ça peut être des collaborations intéressantes. Oui, ça peut être bien, surtout, alors là, pour le coup, enfin, je trouve que c'est mieux parce que, ouais, ils font la même activité, ils se rejoignent ensemble, donc c'est quand même hyper, je dirais, que c'est hyper couillu, tu vois, c'est-à-dire quand même que, mais souvent, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller trouver des gens qui, justement, ne font pas les mêmes outils que vous, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. On n'est pas sur des enjeux de concurrence, mais par contre, on sait qu'on peut s'envoyer la personne les uns chez les autres, sans qu'il y en ait un qui s'approprie quelqu'un. Moi, j'ai connu ça, c'est-à-dire qu'à des moments, au début, je me disais, tiens, un tel utilise tel outil, moi, je j'aime pas l'outil, mais je sens que cette personne-là a besoin de tel outil. Bah, allez voir ma collègue nanana, puis la personne ne revenait jamais. Mm. Moi, je dis, bah, écoute, le but, c'est pas non plus que tu t'appropries quelqu'un, et c'est que la personne fasse un chemin, et le mieux pour elle, et pas un enjeu de possession. Mais tu vois, au moins, quand les gens ne font pas la même chose, ils peuvent quand même s'entendre, ils peuvent quand même travailler ensemble, et ils peuvent, du coup, dire, bah, tiens, va voir un tel, et des fois, vous pouvez, moi, j'ai eu beaucoup, souvent, des gens qui venaient de la part d'autres thérapeutes, parce qu'on jouait cette partie en respectant les règles du jeu, tu vois. Et aussi les spécialités, c'est-à-dire qu'il y a certains thérapeutes qui vont être spécialisés dans l'accompagnement des adolescents qui sont en crise existentielle, il y a d'autres thérapeutes qui vont être spécialisés dans les ruptures de couple. Je vous recommande plutôt d'aller voir telle ou telle personne. Moi, par exemple, je fais pas de thérapie de couple. Aujourd'hui, je suis dans une certaine recherche d'un bon thérapeute de couple pour envoyer des fois à des gens qui me disent, bah là, j'aimerais rencontrer un thérapeute de couple, c'est qui? Bah, allez voir un tel, il est super, voilà, génial. Mais ouais, tu vois, mais c'est pareil, si je connais un bon podologue, si je connais un bon ostéo, si je connais, comme tu dis, quelqu'un qui s'occupe bien des enfants, ben c'est génial, hein, parce qu'en plus, si on se connaît, on se rend compte qu'on s'entend bien, qu'on échange nos pratiques sans marcher sur les plates-bandes de l'autre, bah, on travaille là dans un réseau, et ça, c'est le réseau de demain, clairement. C'est le réseau de demain. La façon dont tu as développé ta clientèle du côté formation. En quelle année c'était? Alors, c'était en 2019. Ouais, c'était en 2019 que vraiment j'ai eu ce sentiment d'un essoufflement de l'individuel et de l'accompagnement et un appel vraiment à synthétiser tout ce que j'avais reçu, toutes les formations, puis toute l'expérience de terrain que je pouvais avoir parce que je faisais de l'individuel, mais je faisais beaucoup de collectifs, des stages, plein de choses. Et que je me suis dit, tiens, là, il est temps un petit peu de transmettre et d'enseigner. Donc, j'ai ouvert cette formation que j'ai appelée Compétences Plus. Euh, je l'ai ouvert en 2019. Et au début, bah, c'est pareil, j'ai commencé petit. J'avais commencé par une session de 4 personnes. Puis finalement, dès le premier jour où j'ai posé la com, j'ai eu une personne qui s'est inscrite. J'ai dit, waouh, super, ça s'ouvre. Les 4 sont arrivés très vite. Du coup, j'ai ouvert une deuxième session. Et donc, je me suis retrouvé avec une session une, mais de 2 fois 4 si tu veux, qui se sont croisés à un moment donné de la formation sur un module ensemble. Et après, j'ai lancé une deuxième, troisième session la même année, à 6 mois d'intervalle. Une quatrième, cinquième, pareil. Et là, j'en suis à la huitième. Et sur la huitième, aujourd'hui, j'ai eu envie d'expérimenter à 12 personnes. Donc, d'habitude, j'étais toujours à 8. À un moment donné, je suis monté à 10 sur la session 4 et 5. Et là, je me suis dit, tiens, si je montais à 12 pour voir ce que ça fait. J'ai ouvert aussi la formation d'astro-ressenti, où là, on est sur une dimension vibratoire, astrologie, plus comment intégrer vibratoirement, énergétiquement l'information pour accompagner les gens à partir de leur thème. Donc, les deux formations, si tu veux, s'enchevêtrent parce que on comprend mieux comment accompagner quand on comprend mieux comment lire le thème, parce que bah là, d'un coup, tu as tous les enjeux d'un coup devant toi, tu le sais mieux que l'autre, ce qui va pas. Donc là, tu gagnes un temps infini. Et puis après, tu as les outils pour accompagner et les compréhensions de l'enjeu de l'inconscient qui font que là, normalement, quand tu as fait ça, tu es plutôt un bon thérapeute et que là, tu es solide et que là, c'est OK et que là, ça tient la route. Parce qu'en plus, ces deux formations, il y a énormément d'expérientiel dedans. Donc là, tu revisites. Compétences plus, en un mot, c'est quoi comme formation pour ceux qui nous écoutent, même si c'est pas le thème principal? C'est une formation à l'accompagnement thérapeutique, avec l'idée qu'au-delà de la maîtrise d'un outil, est-ce que je sais comment accompagner? Est-ce que je sais la posture? Est-ce que je connais les compréhensions et les enjeux de l'inconscient? Et je vais retraverser à travers ces 7 modules la spirale dynamique pour le coup. Donc je vais repartir du revécu de naissance et de leur naissance jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les grandes étapes. Chaque étape amène des ateliers où là, ça taffe et ça redescend, et amène aussi les grandes problématiques qu'on rencontre en cabinet qui font que quand vous rencontrez telle problématique, vous savez que c'est relié à tel endroit, à tel code, à tel truc. Comme vous l'avez vous-même retraversé, ben, vous allez vite comprendre l'enjeu. Et à chaque code ou à chaque étape, des outils particuliers pertinents pour ces enjeux-là. Excellent. Donc, ils apprennent la théorie, mais en fait, surtout, ils passent aussi par, ils revivent, enfin, ils vivent le processus eux-mêmes, quoi.
Ah bah à fond. Hyper Et puis tu vois, important. je vais te dire aujourd'hui, la mise à jour qui a été faite sur la session que j'ai commencé le mois dernier, session 8, j'ai décidé de leur faire tout un tas de cours maintenant en vidéo, propre, bien fait, tu vois, pour qu'on ait tout ce temps-là qui était donné avant en cours, de disponible pour faire de l'expérientiel. Donc là, c'est comme si maintenant ils rentraient à chaque fois dans des mini-stages de 3 jours, parce qu'ils ont eu toute la théorie en intermodule. Donc c'est à eux de les écouter, c'est à eux de noter, de poser des questions. Alors moi, je donne des vidéos, je donne le cours en PDF aussi, exhaustif pour qu'ils aient toutes les infos. Ils ont le droit d'enregistrer en cours, donc ils peuvent garder plein de choses. Mais au moins, quand on arrive en module, OK, foire aux questions, qu'est-ce que vous avez compris, pas compris, comment on expertise les trucs, et après on y va. Tu vois. Et donc là, maintenant, c'est génial parce que c'est 3 jours où ils expérimentent en binôme, en posture de je suis thérapeute, je suis celui qui a telle problématique, je me fais accompagner, je dépose, machin, je mets en hypnose, truc, machin, truc. Et ça, c'est génial. Putain, là, je m'éclate parce que je touche pour moi une quintessence qui m'a fallu, tu vois, 4 ans à comprendre ou à accéder. Donc, c'est aussi ça. Retravailler votre copie, retravailler vos modules, retravailler vos formations, retravailler vos accompagnements. Comment est-ce que tu as Ouais. fait pour trouver ces personnes? Comment est-ce que tu as fait la promotion de ta formation, Yann? Assez classiquement, il y a eu des petites photos sur les réseaux sociaux, modules, photos, remise de certification. J'ai demandé aux gens qui ont fait la formation de me faire des retours, livre d'or, plus une personne qui a fait des petites vidéos sur ben, comment ça s'est passé, tu vois. Donc il y a quand même un retour vidéo, retour écrit. Puis bah, le bouche à oreille, une fois encore. Alors les thérapeutes qui ont été formés, qui en ont parlé. Les amis thérapeutes qui disent, bah tiens, quand j'ai quelqu'un qui me dit, ah, j'aimerais bien être formé ou à la spirale dynamique ou envie d'être formé j'ai envie d'être thérapeute, ben voilà, ils donnent mon nom. Certains qui après aussi me disent, bah pas maintenant, pas cette année, mais j'aime bien tes stages, j'aime bien comment t'accompagnes, j'ai envie de faire ça. Donc à la prochaine session, je viendrai, qui se préinscrivent si tu veux. Après, je fais un peu de com sur Facebook, je fais un peu de com sur Insta. J'ai quand même une belle page où j'ai mis des différentes vidéos que j'ai fait sur YouTube où j'expliquais un peu ce qu'on proposait. Il y a le planning, il y a le programme, il y a des plaquettes. J'en ai parlé quand j'ai fait quelques conférences où il y avait beaucoup de gens sur des grandes rencontres et des machins où j'intervenais. Bah, je viens quand même avec mes plaquettes, tu vois. J'essaie de gérer mon truc quand même. Ouais. Mais, euh, mais oui, mais par contre, effectivement, c'est jamais acquis. Tu as été invité aux rencontres de la médecine naturelle, Tout à conventionnelle et fait. naturelle. Tu es invité à des sommets. En fait, tu as quand même bon, le livre. Donc, il y a quand même une visibilité. Parce que là, il y a des personnes qui nous écoutent et qui démarrent de zéro, en fait, qui étaient avant infirmières ou d'autres métiers où ils n'ont pas du tout développé leur visibilité en ligne. Ils n'ont pas commencé à tisser leur toile. Et Hmm. parfois, c'est vrai que de toute façon, il y a toujours des plafonds pour monter plus haut en Moi, je station. crois, et alors là, je vais parler en mon nom si tu veux, je crois que l'accompagnement thérapeutique, c'est hyper important et il y a peu de gens qui forment à ça. On forme sur des outils, on forme sur des méthodes, mais on ne forme pas à comment j'accompagne dans le temps quelqu'un et comment j'accompagne plein de problématiques au-delà des outils. Moi, je leur offre plein d'outils différents, souvent des outils d'état de modifié de conscience parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour descendre et pour aller dans les émotions et nettoyer, vraiment libérer les choses. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque. Il y a des gens, ils ont fini une formation, ils ont un cabinet, ils sont là, ben, Ça manque de com quand ils sont à ce stade, ils ouvrent leur cabinet et puis quand il se passe rien, souvent c'est pas qu'ils ah ont oui, suivi une aussi, formation. t'as raison. T'as raison. Mais des fois, tu sais, il y a un bénéfice parce qu'ils sont tellement en stress de recevoir quelqu'un parce qu'ils se sentent tellement nus Bien solide, ou ouais. tellement pas outillés que, hop là, il y a personne, bah tant mieux, hein. Tu Mhm. vois? Ouais. Et moi, j'en ai vu beaucoup qui tenaient pas la route ou qui faisaient des erreurs hein, quand j'allais voir, des erreurs où je fais waouh, là. Alors, c'est moi, je connais l'axe, je remettais même le thérapeute dans l'axe, mais si c'est une personne lambda qui connaît rien, ben, je peux me faire avoir. Attention. Attention à l'abus de pouvoir, attention à. Et une dernière question pour Allez, terminer cette interview. Moi, ce serait moi, je resterai 4 heures de plus. moi Mais aussi. toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc, ma dernière question, c'est, selon toi, en tant que praticien, comment on fait pour savoir quand on a fini notre formation et qu'on attend comme ça dans notre cabinet que les clients arrivent, comment on fait pour savoir si c'est un problème de com ou si c'est un problème de on n'a pas fini notre formation, effectivement, enfin, on n'est pas allé suffisamment loin dans la formation. Si c'est un problème de com, pardon, c'est plutôt factuel. Est-ce que j'ai un site ou pas? Est-ce que j'ai des cartes ou pas? Est-ce que j'ai une plaque dehors? Est-ce que j'ai pignon sur rue? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que j'ai un site? Enfin, tu vois, bon, c'est plutôt factuel. Là, je vais savoir assez vite. Est-ce que je sais si je vais voir ou pas les gens? Je sais si je prends des rendez-vous ou pas pour parler de moi? Bon, il y a quelque chose d'assez évident là.
Si c'est par rapport à moi, ben, c'est plutôt d'aller voir mon niveau de stress, mon niveau d'angoisse. Est-ce que j'ai peur de recevoir? Est-ce que j'ai peur de ne pas savoir faire? Est-ce que j'ai peur de faire une erreur? Est-ce que j'ai peur que ce soit contre-productif? Est-ce que j'ai peur de ne pas me sentir légitime? C'est souvent ça qu'on me parle. Donc là, si c'est beaucoup de peur, bah, à mon avis, dans l'inconscient, il va y avoir un bénéfice, tu vois, à ne pas avoir de gens. Et bon. De deux, ça peut être aussi, tu sais, le fait de pas être dans le principe de réalité, de se dire, comme on nous a appris à l'école, tu sais que si on travaille bien, on révise notre copie, bah, on va avoir une bonne note. Si on a une bonne note, on passe, on a un petit bon point et on passe en école supérieure. Bah, il y a des gens qui disent, bah, je comprends pas, j'ai fait une formation, j'ai ouvert un cabinet, j'ai acheté les fauteuils, nanana, nanana, j'ai tout fait pour avoir ma bonne note et il y a personne. Alors qu'en réalité, c'est à ce moment-là que le boulot il commence. Tu vois, c'est ouais, ok, mais c'est pas pour ça que les gens vont. Tu vas avoir 10 personnes dans la semaine que tout le monde va marcher. Bon, ça c'est à mon avis, il y a ça. Tu vois, ce côté de rentrer dans le principe de réalité, que c'est pas un métier facile. De deux, bah, les niveaux de stress et de peur et d'angoisse. Quand tu dis de façon très factuelle, est-ce que vous avez des outils de com ou pas qui sont en route? Moi, la question que Hmm. j'aime bien poser aux personnes qui viennent me voir quand ils ont des problèmes de nombre de clients, en fait, hein, c'est concrètement, cette semaine, combien de nouvelles personnes sont au courant de vos services, de ce que vous avez à Hmm. offrir? Et si Oui, la tout à fait. réponse est pas grand-chose, Ouais. en fait, le problème se trouve souvent ici. C'est ça. Oui, il y a ça. Et puis alors, tu vois, c'est pareil d'avoir cette logique de quand même de prendre le numéro de téléphone et le mail des gens que tu reçois pour un moment créer ta mailing list, de prendre le temps d'envoyer tes news, comme tu dis, de ces informations de tiens, il reste deux places, tiens, il y a ça, tiens, tel jour il y a ça, ou une petite newsletter, même qui peut être très simple, mais les informations sont dedans. Je l'envoie à 10 personnes au début. Ah, maintenant j'ai 50. Ah, j'ai 100. Ah, j'ai 500. Pareil pour Facebook, créer sa petite page, machin truc. Tu vois, tout ça peut ramener du monde. Et puis, s'il y a un autre truc qui me paraît aussi important, c'est les gens doivent comprendre que parfois, comme la vie ne nous veut que du bien, parfois on n'est pas prêt à avoir 50 personnes. Il faut aussi avoir la stature énergétique. Moi, quand j'ai commencé avec deux personnes par semaine. Et finalement, je me suis bien rendu compte que c'était suffisant, mais a posteriori. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai pris très personnellement en disant, mais putain, est-ce que je suis nul et pourquoi je fais ça? Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais c'est juste parce que peut-être tu n'es pas en capacité d'en recevoir plus pour le moment. Parce que tu commences, en fait. Tu vois, moi, je dis que les gens, quand ils ont un cabinet, c'est des bébés thérapeutes. Et à un moment, deux personnes, cinq personnes, puis après, d'un coup, cinq par jour. Et puis après, 30 par semaine, tu vois. Mais en même temps, s'ils avaient eu tout de suite 30 par semaine, ils seraient effondrés. Ils n'auraient pas tenu le choc, tu vois. Donc, il faut aussi voir la bienveillance de la vie, de t'amener aussi, des fois, les gens par rapport à ta capacité à accueillir et à subir ou à supporter, plutôt peut-être, la clientèle et l'intensité de la clientèle. Parce que ce sont des métiers où on dépose beaucoup, quoi, et fort. La boucle est bouclée, on revient à la boucle du début, c'est-à-dire, encore une fois, la capacité à pouvoir recevoir et accompagner ces personnes dans les meilleures dispositions. Exactement. Et surtout, et vraiment, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, s'accompagner soi pour accompagner les autres, vraiment. Et dans Et la de ne com jamais aussi. oublier voilà, exactement. Et de ne jamais oublier que la légitimité est en lien avec le chemin parcouru et non pas avec le petit bout de papier dans un tableau. Arrêtez de courir après plein de formations pour se sentir légitime, mais la légitimité, elle est à l'intérieur et c'est à travers le chemin parcouru qu'on a une légitimité. D'ailleurs, je dis souvent aux gens, quand j'accompagne par exemple une personne qui a vécu par exemple un viol et qui veut être thérapeute et que c'est là-dessus qu'on va travailler sur la formation, je vais dire, toi, tous les gens qui ont été violés, c'est toi qui vont venir voir. Parce que c'est ton excellence. Parce que si tu as traversé ça, retraversé, nettoyé, compris, intégré, résilié, alors tu seras excellente à cet endroit-là. Et il n'y a pas de diplôme pour ça. Qu'est-ce que leur histoire leur a fourni qu'ils doivent reprendre en main pour à un moment devenir excellent à cet endroit-là? Et après, peu importe les outils qu'ils utiliseront. 2000%. Voilà. C'est un très beau mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Yann, pour cet échange. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de nous écouter. J'espère que vous avez reçu des clés qui vont vous servir, vous aider à développer aussi votre clientèle, votre visibilité et pouvoir vivre confortablement de vos activités. Si vous avez des questions, si vous souhaitez interagir, eh bien, retrouvez-nous sur le Instagram du podcast Les Clés du Succès, tout attaché. Vous pouvez également retrouver Yann sur ses différents médias. On a entendu Facebook, on a entendu Instagram, mais pas trop. Et en fait, tout simplement, en tapant son nom et son prénom oui, sur Internet, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ne Avec lâchez rien, donnez-vous le temps. Quand on va dans un axe et dans une direction, si on ne change pas de cap, si on ne doute pas, si on ne peut que arriver à l'endroit où on veut. Mais il faut du temps, de la patience et sûrement du travail. Et il ne faut pas lâcher, quoi. Voilà.
Ça, c'est une grande clé. Prenez soin de vous. Merci Maureen. Prenez soin de vous. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.